Vous écoutez Coué, bonjour. Notre chroniqueur préféré est là aujourd'hui, Éric Pouliot-Tisdale. Bonjour, Éric. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va observer un phénomène qui est pas beaucoup de monde sont au courant, l'esclavage au Bas-Canada. C'était l'intendant Raudot. L'intendant était le représentant du roi de France en Nouvelle-France. Et puis, l'intendant Raudot, le 13 avril 1709, légalisait l'esclavage. Alors donc, un communiqué a été fait le 13 avril 1709, exposant que ça devenait un avantage pour la colonie d'avoir finalement des esclaves pour travailler, ainsi que des sauvages qu'on nomme panis, dont la nation est très éloignée. Ça, c'est indiqué dans le communiqué. C'est-à-dire que les panis, quand les développements des pays d'en haut, donc vers les Grands Lacs, se sont faits, ils ont rencontré aussi les Pawnees. Mais les Pawnees, finalement, il y avait certains conflits avec les Pawnees puis les alliés des Grands Lacs. Donc, la plupart des alliés des Grands Lacs capturaient les Pawnees et les vendaient aux coureurs des bois et aux gens de la colonie, et française et anglaise, qui venaient les revendre à Montréal. Et puis, quand les gens de Montréal, on voit souvent dans les baptêmes, dans les registres paroissiaux de Montréal, Québec et Trois-Rivières, c'est surtout là que les bourgeois habitaient. Donc, les gens avec un moyen financier un peu plus haut que la plupart des autres colons, s'achetaient des pawnees. Et puis, quand le curé les baptisait, il écrivait « J'ai baptisé un panis appartenant à... » parce que avec la prononciation française, Pawnee devenait Panis. Alors donc, on voit que il y en a quand même un nombre assez important. Au Québec, on parle au total de environ 3500-3600 esclaves serviteurs, dont 2500 qui étaient des Autochtones, puis environ 1100 qui étaient des Noirs. Puisque les Autochtones servaient surtout de guides dans des randonnées vers les ressources naturelles, dont la fourrure et ainsi de suite, souvent, c'était plus simple pour un Autochtone de reprendre des bois puis de se sauver, tandis que les Noirs, qui étaient déjà en contact avec la génétique européenne et les maladies européennes, n'attrapaient pas la grippe. Ils étaient donc immunisés de la grippe. Ils valaient donc plus cher pour ça. Et puis, c'était plus compliqué pour un Noir de se sauver en Nouvelle-France à l'époque. C'était plus facile à reconnaître. Donc, les panis, finalement, il y a eu une autre forme de contrat qui s'est passé. On sait que, l'esclavage a été légalisé le 13 avril 1709. Et puis, ensuite, il y a un autre document qui vient par la suite, qui vient clarifier que, surtout pour les Autochtones, quand leur contrat est fini, quelqu'un les a achetés en tant que guide ou en tant qu'esclaves, mais étant donné qu'ils savent qu'ils peuvent se sauver facilement, ils peuvent canceller le contrat d'esclavage, disons. Le 1er avril 1736, l'intendant suivant, qui s'appelle Gilles Lecœur, délivre l'ordonnance concernant la libération des esclaves. Donc, il explique dans ça que, sous ordonnance, les esclaves, le maître qui a terminé avec son esclave peut simplement aller faire un registre notarié exposant que le contrat est terminé. Alors donc, ça libère l'esclave par le fait même. Et puis, ce qu'on voit, on en voit beaucoup dans les registres paroissiaux, surtout Montréal, Québec, Trois-Rivières. Donc, si vous allez dans les registres paroissiaux, par exemple, de la basilique Notre-Dame à Montréal, on en voit un grand nombre à partir de 1710 à peu près, jusqu'à 1830, parce que ça a été aboli en 1830. Je vais y revenir tout à l'heure. Par exemple, en fouillant dans les registres paroissiaux, on peut observer que
Il y avait, par exemple, je vais vous en lire un, dans les recensements aussi, on a des colonnes de races. Et puis, donc, dans le recensement de 1851 à Harrington, près de Deux-Montagnes, on en voit un personnage qui s'appelle Barcelan. Il est qualifié de serviteur et son origine est jamaïcaine. Il habite dans la maison d'un certain William Leclerc. Alors donc, ça expose quand même la situation sociologique de cette personne-là. Ainsi, à Montréal, on voit le 6 novembre 1716 a été inhumé, donc enterré, le corps de Marie Sauvage de la nation des Illinois, morte à l'hôpital, âgée d'environ 30 ans, amenée des Iroquois par Monseigneur de Longueuil, lieutenant de cette ville. Donc, c'était surtout vers les pays d'en haut. Quand les gens revenaient, ils ramenaient les captifs puis ils les vendaient aux alentours de Montréal et tout ça. On en a quand même plusieurs, il y en a énormément, mais on voit surtout dans les registres paroissiaux que c'est des registres de décès, étant donné que les gens attrapaient la grippe en ce qui a trait au panis. Donc, ils attrapaient la grippe et ils mouraient rapidement. Fait que souvent, on voit le baptême une journée, puis on voit la sépulture enterrement le lendemain. Alors donc, c'était assez bref l'existence de le potentiel de vie chez les Blancs pour les Autochtones. On voit aussi un autre phénomène. Parmi les Autochtones, il y avait aussi parfois des gens qui conservaient un captif après un conflit intertribal. Par exemple, on voit à Deux-Montagnes, le 16 mai 1786, une esclave qui a été adoptée, Catherine, âgée d'environ 11 mois, fille naturelle d'un nominé Sans Souci Panis et de Lisette non baptisée. Le dit Sans Souci et la dite Marie l'ont nommée par un contrat que j'ai lu à Louis Wabukima et Catherine Wapatiwanukwe. Alors donc, c'est un contrat notarié exposant l'origine de cette anis-là qui était enterré. Alors, voilà, il y en a plusieurs. On voit que la plupart des gens qui avaient des stations de métro qui ont été intronisées à leur nom, Jacques Testard de Montigny, James McGill, James Monk, et il y en a vraiment beaucoup d'autres, qui étaient détenteurs d'esclaves, qui en avait plusieurs. La famille McGill en avait vraiment beaucoup. Le seigneur James Monk, mentionné comme témoin souvent au décès d'un esclave noir, par exemple, en 1812, un dénommé Prince Brown. Les registres paroissiaux et les recensements font foi, encore une fois, des mentions des races et tout ça. Il y avait aussi un enfant noir qui a été adopté par un chef iroquois à Kanesatake le 20 juillet 1799. Un noir inconnu qui est mort hier à 5 mois ou environ, adopté par Jean-Baptiste Goa, chef iroquois. Souvent, après un conflit intertribal, les femmes et les enfants étaient conservés par la nation qui avait fait le règne. Chez les Autochtones, prendre quelqu'un comme captif, c'était éventuellement de l'incorporer à la nation. La plupart des Noirs, ensuite, au Canada, ont terminé sur les chemins de fer et de travailleurs de train. C'était les premiers emplois qui les engageaient finalement. Et c'est pas mal comme ça que la vie des Noirs au Canada a commencé sur les trains. Donc, l'esclavage a été aboli en 1834. Mais en 1931, l'ordonnance en Angleterre a été faite pour toutes les colonies, mais c'est en 1834 que ça s'est littéralement passé au Québec. La majorité des Québécois qui feraient leur généalogie découvriraient que 5 à 10 de leurs ancêtres possédaient des esclaves autrefois. Alors donc, bonne semaine sur ça, et puis à la prochaine chronique.
Yeah.